2026. Devant les médias internationaux, Sergueï Lavrov ne parle pas seulement de diplomatie, il décrit un monde en train de changer profondément. Entre BRICS, Ukraine, Moyen-Orient et affrontements avec l'Occident, ces déclarations marquent un tournant dans le discours russe. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir encore une fois de plus sur notre plateforme d'échange. Je vous remercie infiniment les amis, je vous remercie infiniment d'être venus jusqu'ici. Merci, merci vraiment, je ne saurais vous dire merci. Merci pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Merci pour votre encouragement. Merci, vraiment merci. Je suis affreux de vous dire merci. Nous vous prions les amis de prendre le temps d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez la peine d'écouter cette vidéo et les amis, nous vous reprenons tout juste après. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo et nous vous prenons juste après les amis. Sur ce, nous vous attendons à la fin. Bonjour. Nous venons d'achever 3 jours de visite à New Delhi. Le principal objectif de ce déplacement était la participation à la réunion ministérielle. Les ministères des Affaires étrangères ont tenu une nouvelle session dans le cadre des BRICS. Avant cela, nous avons eu un programme bilatéral avec nos collègues indiens, des négociations détaillées avec le ministre des Affaires étrangères Subramaniam Jaishankar, ainsi qu'un entretien lors de notre réception par le Premier ministre indien Narendra Modi. Au cours de cette rencontre avec le chef du gouvernement et lors des discussions avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons confirmé tous les accords conclus auparavant. Lors des négociations avec le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar, et durant notre long entretien avec le Premier ministre Narendra Modi, nous avons examiné les principales orientations de notre partenariat stratégique particulièrement privilégié, défini lors des sommets entre le président Poutine et le Premier ministre Modi, y compris le dernier sommet tenu ici même à New Delhi en décembre dernier. À l'issue de ce sommet de décembre 2025, un programme très important de développement des axes stratégiques de coopération économique entre nos deux pays jusqu'en 2030 a été signé. Il contient toutes les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux d'ici 2030. Nous avons également examiné les moyens d'améliorer les mécanismes existants et de renforcer notre coopération commerciale, économique et d'investissement afin de ne pas dépendre de l'influence négative et hostile de pays tiers. Nous sommes convenus de renforcer notre coopération dans les domaines du transport, de la technologie et des investissements, notamment par le développement conjoint du corridor international de transport nord-sud et de la route maritime du Nord. Nous avons aussi prêté attention aux mesures visant à optimiser le système de règlement direct entre nos pays. Nous partageons une volonté commune d'augmenter les livraisons d'hydrocarbures russes et d'engrais. La coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile se développe avec succès, tout comme celle liée à l'exploration pacifique de l'espace. Concernant le nucléaire civil, nous avons discuté de la possibilité d'obtenir un nouveau site pour construire plusieurs nouveaux réacteurs nucléaires, ce qui renforcerait considérablement la sécurité énergétique de l'Inde. Notre coopération militaro-technique reste également à un niveau élevé, notamment à travers la production conjointe d'armes modernes fondées sur des technologies de défense avancées. Nous avons également de bons projets dans le domaine spatial, navigation satellitaire, programmes habités et recherche scientifique conjointe. À partir de positions convergentes, nous avons abordé l'agenda international, aussi bien lors des négociations bilatérales avec nos amis indiens qu'au cours de la réunion ministérielle des BRICS. L'attention principale a été portée sur la préparation du 18e sommet des BRICS, qui se tiendra ici à New Delhi en septembre prochain. Au niveau ministériel, nous avons partagé l'avis que, durant ces 20 années d'existence, les BRICS ont parcouru un chemin considérable et sont devenus un partenariat multidimensionnel couvrant pratiquement tous les domaines des relations interétatiques. Le groupement est désormais considéré comme un élément central dans la formation d'un ordre mondial multipolaire et dans la défense des intérêts des États de la majorité mondiale. Une culture de dialogue solide et fiable s'est formée, fondée sur le respect mutuel, l'égalité souveraine et la prise en compte des opinions de chacun afin d'établir un équilibre honnête des intérêts. C'est précisément cette approche qui garantit, selon nous, la stabilité et l'autorité des BRICS auprès des États de la majorité mondiale et qui continue d'attirer un nombre croissant de pays. Nous avons accordé une attention particulière aux crises dans différentes régions du monde, notamment au Moyen-Orient, la crise autour du détroit d'Ormuz, l'Iran, la situation au Liban, les territoires palestiniens où tout espoir de création d'un État palestinien est en train d'être détruit en violation des résolutions de l'ONU. Nous avons également évoqué la Libye, le Yémen et la Syrie. Tous ces conflits s'entremêlent dans des contradictions profondes qui rendent la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord de plus en plus complexe. Et pratiquement tous les foyers de tension que j'ai mentionnés sont le résultat d'interventions brutales des pays occidentaux dans les affaires d'autres États,
y compris des invasions militaires et des changements de régime observés depuis environ 15 ans, depuis ce qu'on appelle le printemps arabe. Nous avons aussi parlé du caractère inadmissible des sanctions unilatérales destinées à punir des gouvernements souverains et à s'ingérer dans leurs affaires intérieures. À ce sujet, notre solidarité avec nos amis cubains a été réaffirmée. Cuba, comme vous le savez, fait partie des pays partenaires des BRIC. Cette catégorie de « pays partenaires » a été créée en octobre 2024 lors du sommet des BRIC à Kazan. Elle regroupe aujourd'hui plus d'une douzaine de pays. Nous nous sommes clairement prononcés en faveur de la poursuite de la réforme du système de gouvernance mondiale. En réalité, l'Occident, qui avait autrefois promu le modèle de mondialisation proposé par les États-Unis comme optimal pour le développement mondial, a lui-même détruit ce modèle par ses sanctions unilatérales. Les institutions financières internationales créées pour l'ancien modèle de mondialisation doivent désormais être réformées. Cette réforme est depuis longtemps devenue indispensable. Ces réformes doivent avant tout refléter le poids réel des États dans l'économie et la finance mondiale. Je rappelle que les BRIC et leurs pays partenaires représentent aujourd'hui plus de 40% du PIB mondial, alors que le G7 dépasse à peine les 30%. La réforme est devenue inévitable, même si nos collègues occidentaux tentent de la freiner. Mais cette tendance est irréversible. Selon les prévisions, la croissance moyenne des États des BRIC devrait atteindre entre 3,7% et 4%, contre 2,6% pour la croissance mondiale au cours de la période à venir. Tous ces sujets ont été discutés en détail. La présidence indienne publiera aujourd'hui une déclaration de synthèse. Mais l'essentiel, selon moi, a été accompli. Nous avons identifié les thèmes clés qui figureront à l'ordre du jour du prochain sommet des BRIC. Dans le contexte actuel, cet événement sera sans aucun doute l'un des plus importants de la politique et de l'économie mondiale. C24. Question. Les BRIC ont beaucoup grandi en 20 ans. Certains pays occidentaux exercent des pressions sur certains États. Cela peut-il freiner l'élargissement du groupe? Lavrov. L'intérêt pour les BRIC reste très fort. Beaucoup considèrent déjà cette organisation comme un modèle du futur ordre mondial multipolaire. Personne ne cherche à s'isoler du reste du monde. Au contraire, le G20 reste une plateforme où les intérêts de la majorité mondiale et ceux de la minorité occidentale peuvent être discutés honnêtement. Les pays des BRIC refusent que le G20 soit transformé en plateforme politique centrée sur l'Ukraine. Le groupe doit rester concentré sur les questions économiques, financières et commerciales mondiales. Je ne constate aucune baisse d'intérêt pour les BRIC malgré les pressions occidentales, notamment américaines. Il existe même des demandes concrètes d'adhésion complète, mais nous ne souhaitons pas nous précipiter dans un nouvel élargissement après le doublement récent du nombre de membres. Question Vedomosti. Question. L'Iran et les Émirats arabes unis, deux membres des BRIC, sont actuellement en conflit. Les BRIC peuvent-ils jouer un rôle de médiation? Lavrov. Il faut d'abord regarder les causes profondes de cette crise, l'agression non provoquée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Avant cette agression, le détroit d'Ormuz fonctionnait parfaitement. Aujourd'hui, certains accusent l'Iran de bloquer la situation, mais ce n'est pas l'Iran qui a créé le problème. Depuis des années, nous proposons un système de sécurité collective dans le Golfe Persique afin de normaliser les relations entre l'Iran et les monarchies arabes. La Chine a récemment proposé une approche similaire. L'Inde pourrait jouer un rôle de médiateur crédible grâce à son expérience diplomatique et à son autorité internationale. Question première chaîne russe. Question. Les BRIC pensent-ils que la crise ukrainienne approche de sa fin? Lavrov. J'ai informé nos partenaires de notre analyse de la situation actuelle autour de l'Ukraine. J'ai également attiré l'attention sur le fait que les institutions de Bretton Woods sont gérées de manière injuste. Par exemple, l'Ukraine a reçu du FMI des prêts représentant environ 600% de sa quote-part, soit davantage que l'ensemble des crédits accordés aux pays africains durant la même période. Nous avons également insisté sur la nécessité de respecter intégralement la charte de l'ONU, notamment les droits linguistiques et religieux. L'Ukraine est aujourd'hui le seul pays où une langue entière, le russe, est interdite dans pratiquement tous les domaines de la vie publique, alors même qu'il s'agit d'une langue officielle de l'ONU. Nous estimons que le respect des droits linguistiques et religieux ne doit pas être un élément de négociation, mais une obligation immédiate de l'Ukraine au regard de sa propre constitution et de la charte de l'ONU. Question sur Donald Trump et l'Ukraine. Question. Donald Trump a récemment déclaré qu'il n'existait pas de compréhension mutuelle avec Vladimir Poutine concernant le Donbass.
Que signifie cette déclaration? Lavrov. Nous avons toujours dit qu'une compréhension claire avait été atteinte lors des négociations d'Anchorage, en Alaska, le 15 août. Avant ce sommet, l'émissaire spécial américain Stephen Witkoff s'était rendu à Moscou avec des propositions américaines pour un règlement durable du conflit ukrainien. Ces propositions reposaient sur deux éléments. Le refus de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la reconnaissance des réalités territoriales issues des référendums organisés sur le terrain. Le président Poutine a déclaré être prêt à soutenir cette initiative américaine. Depuis, les Européens, Londres en particulier, ainsi que Zelensky, tentent d'empêcher Washington de rester fidèle à cette initiative. Cependant, cela ne signifiait pas qu'un simple accord publié à Anchorage réglerait immédiatement le conflit. Lavrov s'inscrit clairement dans une logique de projection stratégique des BRICS comme alternative durable à l'ordre international dominé par l'Occident depuis la fin de la guerre froide. À travers cette intervention, plusieurs lignes de force se dégagent. D'abord, la volonté de présenter les BRICS non plus comme un simple regroupement économique, mais comme un acteur politique structurant du monde multipolaire en construction. Ensuite, une critique récurrente des institutions occidentales, FMI, Banque mondiale, et plus largement le système de Bretton Woods, accusé de ne plus refléter les équilibres réels de l'économie mondiale, désormais marqué par la montée en puissance des pays émergents. Enfin, une lecture géopolitique des crises actuelles, où les tensions régionales, du Moyen-Orient à l'Ukraine, sont interprétées à travers le prisme des interventions occidentales et de leurs conséquences à long terme. Dans cette perspective, les BRICS apparaissent comme une plateforme de rééquilibrage global, cherchant à renforcer la souveraineté des États membres, à diversifier les échanges économiques et à réduire la dépendance aux structures financières traditionnelles dominées par le dollar et les puissances occidentales. Mais au-delà du discours institutionnel, ce type de prise de parole révèle aussi une dynamique plus large, celle d'une compétition accrue entre modèles d'organisation du monde, où la question centrale n'est plus seulement économique, mais profondément politique et idéologique. En conclusion, cette intervention illustre une réalité importante. Nous sommes dans une phase de transition internationale, où les rapports de force évoluent rapidement et où plusieurs visions du monde s'affrontent. Les BRICS cherchent à consolider leur influence et à proposer une architecture alternative, tandis que les tensions avec l'Occident continuent de structurer le débat global. Reste à savoir si cette dynamique débouchera sur un nouvel équilibre stable ou sur une fragmentation durable du système international. Alors les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous invitons à liker, à commenter, surtout à partager afin que nous soyons ensemble et nombreux ici.